Salut à tout le monde, merci d'être là. Il est très tôt le matin quand j'enregistre parce que c'est le moment que je suis le plus inspiré pour enregistrer des vidéos. Puis ça fait longtemps que je vais faire du vidéo qui est de version plus longue sur YouTube. J'avais arrêté parce qu'on faisait surtout des entrevues dans le temps que les machines avec Stéphanie. Puis j'avais pris une pause, j'étais beaucoup plus sur TikTok. J'aime beaucoup TikTok encore, mais je sentais que j'avais envie de faire des vidéos version longue. Fait que allez vous abonner s'il vous plaît sur cette nouvelle chaîne-là. Je suis content que vous soyez là, je suis reconnaissant que vous soyez là. Et puis, je vais vous raconter beaucoup de choses en lien avec la vie et l'immobilier, parce qu'évidemment, c'est ma carrière. Mais je sentais que j'avais ce besoin-là. Fait que voilà, fait que je suis de retour pour faire du vidéo format long. Et j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions, commentaires sur tout et rien, puis ça me fait plaisir d'y répondre. Parce que j'ai une vie, j'ai 48 ans cette année, j'ai une vie qui était pas mal chargée jusqu'à maintenant. Je dis souvent que j'ai eu plusieurs vies dans une seule, ben, comme tout le monde à peu près. Ma vie n'est pas plus intéressante ou moins qu'une autre, c'est juste que je pense que des choses qui peuvent aider des gens à évoluer. Fait que voilà, merci d'être là. Et je vais commencer cette semaine avec une vidéo qui est très particulière, très sensible. Puis ça fait un petit bout de temps que je me dis, est-ce que je parle de ça, est-ce que j'en parle pas? Puis je me dis, je pense qu'il y a quelque chose de bien à parler de ça. Parce qu'on voit souvent l'immobilier, on parle souvent de l'immobilier, des côtés négatifs, on reproche beaucoup d'affaires au courtier immobilier, c'est dans l'air du temps, malheureusement, c'est la vie. Mais on ne parle pas de toutes les belles histoires qui sont derrière, qui ne sont pas 100% belles, malheureusement, mais des choses qui peuvent être belles à travers ces histoires-là. Puis j'ai décidé d'en parler de certaines d'entre elles, donc je vais parler de différentes choses, mais de ça. Mais je pense que celle-là est vraiment particulière et je vais vous la raconter parce que ça va, je pense, faire voir différemment un peu notre implication, les courtiers, dans la vie des gens qui peuvent nous entourer dans les transactions et tout ça. Fait que voilà. Les gens qui nous connaissent savent que notre famille, on était famille d'accueil pour la DPJ cette année. Fait que le monde dit hey, comment c'est arrivé cette affaire-là? Pourquoi? Moi, je rêvais de faire ça, de famille d'accueil. Beaucoup de gens rêvent de faire ça. Parce que c'est comme romantique, on dirait, de famille d'accueil puis accepter les enfants chez eux, mais c'est pas aussi simple qu'on pense. Et évidemment, il y a toujours des risques assez compliqués parce que quand tu as déjà une famille, accueillir des nouveaux enfants chez toi, ben, il faut que tout le monde fonctionne ensemble. Fait que, et de manière anecdotique, quelques semaines avant qu'on devienne famille d'accueil, Stéphanie et moi, j'ai vu une vidéo sur YouTube de Savannah Banana, qui est une équipe de baseball aux États-Unis, qui ont un foster care parent, un organisme dans le fond qui incite les familles à devenir famille d'accueil pour les enfants dans le besoin pendant une période courte ou d'urgence. Okay? J'avais envoyé une vidéo à Stéphanie en disant hey, c'est magnifique cette affaire-là, puis ça m'a vraiment touché. Euh, puis dans la vie, tu ne sais jamais qu'est-ce qui va t'arriver quand tu commences ça à l'univers. Et quelques semaines plus tard, ben, on devenait famille d'accueil pour la DPJ. Fait que c'était assez particulier. Mais je vais vous ramener en arrière pour vous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé. Puis premier disclaimer que je vais dire, grosse compassion pour les parents qui vont perdre leurs enfants, qui vont être en rupture de lien avec leurs enfants. Avant le deuil, c'est la chose la plus difficile qui existe, évidemment. Fait que je pense d'arracher les enfants d'une famille, c'est parfois nécessaire pour le bien-être des enfants, mais je pense que ça va être extrêmement difficile et pour les enfants et pour les parents, de l'importance d'avoir des familles d'accueil qui peuvent recevoir cet enfant-là de manière, je pense, positive pendant cette période de temps-là. Fait que pour revenir en arrière, je ne vais pas embarquer dans le fait là, de comment je connais cette personne exactement pour ne pas identifier qui ou quand, comment, pourquoi. Mais la situation s'est passée de manière suivante, c'est que j'avais une propriété dans laquelle j'habite présentement, dans mon parc immobilier, que j'avais mis à vendre il y a quelques années. Et puis, je le mets à vendre, puis c'est l'histoire de manière anecdotique. Je l'avais loué à deux gars du village qui fréquentaient le village gay, qui était pas un couple, mais deux bears qu'on appelle, des grosses barbes, puis eux autres faisaient il y avait besoin d'une place pour habiter, mais finalement, c'est une place pour faire des parties. Parce que j'habite dans un ancien entrepôt, ça mesure 4000 pieds carrés. Fait que la police était tout le temps rendue ici. Fait que moi et mon partenaire était tanné un petit peu. Fait que on va mettre ça à vendre. Fait qu'on l'affiche à vendre, puis pour une raison obscure, je suis incapable de vendre ça. Tu sais, la vie est drôlement faite. Ça marche pas, c'est trop grand, mais c'est super beau. Là, mais le monde, pour une raison obscure, ne voit pas l'intérêt. Et puis, cette personne-là se présente pour visiter. Cet individu-là se présente pour visiter, puis on fait le tour ensemble. Finalement, il n'achète pas la maison. Fait qu'on se connaît à travers le temps, on se fréquente, on se voit dans le quartier.
Puis à un moment donné, je le perds de vue. Fait que quelques années plus tard, puis juste boucler la parenthèse sur la fameuse maison, un peu de temps après, je me suis séparé. Mon partenaire aussi se séparait en même temps. Fait que j'ai dit, écoute, j'ai besoin d'une maison pour recevoir ma famille puis mes enfants. Fait que je te rachèterai cette propriété-là, puis j'irai rester là. Fait qu'il dit parfait, fait que super correct, il me pensait à peu près au prix qu'on l'a payé. Puis j'ai installé ma famille depuis ce jour-là dans cette maison-là. Fait que quelques années plus tard, je croise cette personne-là dans la rue, pas mon associé, mais la personne qui est venue visiter cette maison-là. Puis cette personne a beaucoup changé physiquement, très amaigrie. Et je vois que un problème de consommation de drogue se voit facilement. Les dents très abîmées. Puis même voir, écoute Maxime, j'ai besoin d'un montant d'argent. Cette personne était déjà propriétaire de 2 immeubles pour ne pas me faire saisir mes immeubles par mon créancier hypothécaire. Fait que je lui ai dit, écoute, pas de problème, je vais te passer une somme d'argent. Je deviens créancier de 2e rang. Fait que j'avais une certaine protection là-dedans. Le montant n'était pas extraordinaire. Puis je sentais que je l'aidais à travers ça, fait que c'était bien correct. Fait qu'on fait l'entente, je donne les sous, fait qu'on paye à même la somme qui est prêtée, on paye l'hypothèque, on paye les taxes, on paye les arriérages, plein d'arriérages, en tout cas de différentes façons. Fait que j'ai dit, garde, rétablis ta situation, puis dans un an, on réglera ça, puis on se reverra. Donc, il y avait deux créances de premier rang d'une banque, puis moi qui étais derrière pour un montant. Puis il ne me faisait pas de paiement. Moi, c'était pas. Je voulais absolument que ce soit une solution temporaire pour l'aider. Fait que c'était comme, regarde, je prête ça. Dans un an, on se revoit, puis on voit où on peut t'amener. Puis le but était vraiment de l'amener plus loin, puis de réussir à ce qu'il garde ses maisons. Fait qu'un an plus tard, je commence à retourner voir, puis qu'est-ce qu'on fait? Puis j'avais pas vraiment réalisé à l'époque parce que j'étais pas vraiment allé chez eux souvent. Puis je constate qu'il y a 2 jeunes enfants qui sont là. Dans une situation beaucoup pire que je l'avais vu l'année précédente. Puis en toute transparence, puis avec tout le respect que je peux donner à cette personne-là, sa propriété, sa maison était rendue un crack house. Fait que c'était tout le temps du monde bizarre qui était là, en consommation. C'était bordélique, mais à travers ça, 2 petites filles qui étaient, je le dis maintenant, qui sont extraordinaires, qui étaient dans le milieu de tout ça, puis que ça virait autour d'eux autres. C'était très chaotique, c'était très troublant comme situation. Puis j'étais là souvent parce que ce qui est arrivé quand je suis retourné un an plus tard, ben le créancier, évidemment, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait l'argent pour consommer. Fait que le créancier, il a décidé de mettre un préavis encore pour ressaisir les immeubles. Mais moi, je me retrouve avec, comme créancier de 2e rang, compliqué, les 2 bâtiments ne sont pas assurés, je ne contrôle plus grand-chose dans ma dette. Fait que je dis, écoute, je vais faire une subrogation d'hypothèque. Je ne connaissais pas ça, je n'avais jamais fait ça. Mais quand tu es créancier de 2e rang, tu es une personne intéressée, tu peux demander aux institutions financières de racheter la dette pour reprendre un peu le contrôle des choses. Et je savais qu'elle allait saisir bien très bientôt. Il était très avancé dans le processus d'une des 2 bâtisses. Fait que j'envoie un avis à Desjardins au département légal. Ils me répondent tout de suite, m'envoient les états de compte. J'envoie ça à mon notaire. Mon notaire me dit, Maxime, j'ai jamais vu ça en 30 ans, une subrogation d'hypothèque. Fait que c'est pas trop comment la faire non plus. Fait qu'il appelle Desjardins. Fait que j'envoie mes fonds chez Desjardins pour régler cette affaire-là. Fait qu'on finit par subroger les 2 hypothèques. Donc je deviens créancier de premier et 2e rang de 2 bâtisses. Fait qu'au moins on pouvait stabiliser cette partie-là, mais je suis là très souvent, je vois les enfants, je vois que la situation empire, je vois que la DPJ est impliquée. Fait que là, à un moment donné, je disais à cette personne-là, écoute, si un jour la DPJ prend les filles, puis t'as personne, fais-moi signe, parce que je veux pas laisser ces enfants-là comme ça, sans filet. Puis c'était vraiment une discussion, puis je sais même pas si ça avait été capté, parce que souvent il était dans un état second quand je lui parlais, puis fait que finalement, puis tu sais, je voyais souvent les enfants, puis je demandais, puis vous n'êtes pas à l'école, qu'est-ce qui se passe? C'était tout le temps des journées pédagogiques, puis chose que j'ai appris après, c'est qu'il y a beaucoup de signalements à la DPJ par l'école aussi, parce qu'ils voyaient les enfants rentrer à l'école qui étaient négligés, fait que c'était très intense. Puis j'ai été policier, et j'avais rarement vu une situation intense comme ça. Fait qu'une journée, j'arrive chez cette personne-là, puis euh, je me rends compte qu'il est vraiment pas bien, puis je dis qu'est-ce qui s'est passé, il me dit la DPJ a pris les filles.
et j'ai donné ton nom pour s'occuper des filles. Fait que j'ai dit OK. Fait que là, ce qui arrive, c'est que la famille éloignée ne sont pas en état ou en position de prendre les enfants aussi rapidement. Évidemment, ils préconisent tout le temps de garder le milieu scolaire vivant, là, que les enfants puissent fréquenter le milieu scolaire. Fait qu'ils m'appellent, ils disent écoutez, ils ont donné votre nom, on va aller voir chez vous. Fait qu'ils s'en viennent. Ils font le tour de la maison, puis j'avais une chambre qui était libre chez moi depuis un petit bout de temps. J'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Fait qu'on dit c'est parfait, les enfants ont assez d'espace, fait qu'on va recommander de vous confier les enfants. Par contre, il faut passer devant le juge. Donc, évidemment, on doit aller au tribunal de la jeunesse, puis c'est moi qui amène les parents pour aller là. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps dans les tribunaux aussi parce que j'étais policier. Mais dans ce cas-ci, le tribunal de jeunesse, c'est très émotif. Hein, c'est assez chaotique là aussi. Fait qu'on se présente là devant le juge. Fait que me dit monsieur, OK, monsieur Tardif, combien de temps vous vous engagez à prendre les enfants? J'ai dit, écoutez, je connais pas les enfants, j'ai une famille aussi, je sais pas comment ça va fitter tout ça ensemble. On m'a demandé 60 jours, pas de problème pour 60 jours. Little did I know, le juge donne 120 jours. Mais là, encore là, moi, je suis un peu. Je suis content d'aider, mais je ne connais pas ces enfants-là. Fait que, bon, ben, écoute, ça va être 120 jours. Puis j'avais, évidemment, parlé à Stéphanie avant, ma femme. Puis j'ai dit qu'on va prendre les enfants pour 60 jours. Puis là, c'est plus 60 jours, c'est 120. Mais j'avais promis à ma femme, je dis écoute, Stéphanie, tu as beaucoup de choses dans ta vie, je veux m'occuper à 100% de ces enfants-là. Comme ça, tu n'auras pas à t'occuper de ça. Ce ne sera pas une tâche de plus. Fait que je suis devenu comme le premier caretaker de ces deux enfants-là pour cette période-là parce que je voulais pas avoir une charge supplémentaire sur Stéphanie qui est déjà très, très, très occupée. Fait que, premier soir que les enfants arrivent, c'est des enfants qui n'avaient pas vraiment de routine de vie, qui n'avaient pas de cadre de vie. Tu sais, l'école, ils y allaient quand ils y allaient, s'ils ne voulaient pas y aller, ils n'y allaient pas. Fait qu'eux autres, ils se couchaient le soir à une heure fixe, c'était pas dans leur nature. Fait que quand on s'entendait chez nous, puis là, premier soir, je les couche, puis là, je me souviens d'avoir été aussi nerveux que quand tu as ton premier enfant, parce que tu sais pas comment ça va se passer. Je me souviens d'avoir couché, puis 15 minutes plus tard, les enfants sont debout, puis ça crie dans la chambre, puis là, je suis comme, hey, qu'est-ce que j'ai fait là? Tu sais, il me semble qu'on a assez d'affaires. Puis finalement, ce qui est arrivé est assez spécial, parce que rapidement, j'ai mis ces enfants-là sur une routine. Puis j'avais pas compris la force des routines avant vraiment d'appliquer ça à ces enfants-là. Puis c'était une routine très. Tu te lèves le matin, fais ta chambre, comme à mes autres enfants à peu près, fais ton lit, descends, on va déjeuner, on brosse les dents, on va se coiffer, puis on est prêt à aller à l'école. Puis c'était toujours une routine très, très, très organisée. Le soir, ils revenaient, puis c'est la même affaire. Tu pouvais jouer un petit peu, on fait le bain. Mais les filles adoraient ça, cette affaire-là. D'un coup, il y avait une structure dans leur vie, puis ils faisaient toutes seules leur routine. Fait que c'était vraiment, vraiment beau à voir deux enfants rapidement prendre leur place, puis exceller, parce qu'ils étaient capables d'aller à l'école, puis ils aimaient ça aller à l'école, puis d'être présents tout le temps, de participer à toutes les activités. Fait que je sentais que ce qu'on faisait avait vraiment un impact positif sur ces enfants-là. Puis évidemment, en toute transparence, c'était deux enfants exceptionnels. Je dois le dire, notre rôle était limité à les accompagner, mais quand tu as deux enfants exceptionnels comme ça, c'est facile de les cadrer puis les faire évoluer. Fait qu'on a eu cette chance-là. C'est pour ça que l'expérience pour nous d'être famille d'accueil a été magique parce que tu as deux enfants qui ont reçu beaucoup, je pense, de leurs parents. Ce qui s'est passé, puisque je ne vous ai pas dit, parce qu'on parle souvent de la crise des opiacés à Montréal, puis, mais on n'en parle pas assez, je pense, la crise des opiacés puis la santé mentale. Pendant la pandémie, ce que les parents me racontaient, c'est qu'ils s'ennuyaient un peu, sont retournés dans leurs anciennes habitudes, puis ont recommencé à consommer des drogues dures. Et c'est ce qui s'est fait décliner à ce point-là, au point de perdre les enfants. Puis les parents n'ont pas beaucoup de support à travers ça. Quand ça arrive, quand ils perdent leurs enfants, c'est comme on prend vos enfants, organisez-vous. Fait que c'est des moments qui sont. Il y a comme tout un. C'est tout bittersweet ces histoires-là, parce que les parents, effectivement, ils n'ont pas beaucoup de support. Ce qui est arrivé, c'est que la DPJ nous a demandé écoutez, les enfants sont vraiment bien chez vous, est-ce que vous pouvez les prendre jusqu'à la fin de l'année scolaire? Puis j'ai dit ben oui, on va les prendre certainement parce que tu t'attaches à ces enfants-là comme temporairement comme tes propres enfants. Tu es là pour les protéger, puis c'est comme ça que tu te sens par rapport à ça. Fait que moi, j'ai dit, écoute, pas de problème, on va s'en occuper. Finalement, la famille devenait disponible pour s'en occuper rapidement après, ce qui était parfait aussi parce qu'on s'entend que c'est important de prévenir, de préserver ce lien familial-là qui est la famille élargie. Fait que finalement, le scénario a changé, puis au bout de 4 mois, les enfants sont repartis de chez nous. Mais ça a été une aventure extraordinaire de vivre ça.
Euh, Puis si c'était pas que j'avais connu cette personne-là dans le contexte immobilier, j'aurais jamais été famille d'accueil d'urgence, j'aurais jamais fait ça. Parce que c'est juste, ça s'est présenté à moi, mais puis moi, j'ai un slogan d'équipe que les gens ne comprenaient pas c'était quoi dans ma business, c'était avec vous jusqu'au bout. J'ai toujours voulu aider les gens jusqu'au bout, puis même au-delà, pour m'assurer que j'ai un impact positif dans leur vie. Et je pense que ça est un bel exemple d'impact positif que j'ai pu avoir dans la vie de quelqu'un. Puis, bon, évidemment, j'ai aidé les enfants, j'ai tenté d'aider les parents aussi. Dans la période de Noël, j'ai pris le père, je l'ai monté en thérapie. J'ai dit, va-t'en là, va prendre un repos, va te placer. Mais puis j'ai mis deux conditions au papa pour l'amener en thérapie. Il faut que tu sois prêt quand je viens te chercher, il faut que tes bagages soient prêts. Et je me souviens très bien d'avoir amené ma fille avec moi. J'ai dit, je veux que tu vois où les enfants vivaient pour chercher le père. Puis je n'ai jamais vu un regard aussi traumatique dans ses yeux. Elle a été traumatisée par ce qu'elle a vu, mais c'est important pour moi que ma fille voit de où ces enfants-là venaient parce qu'ils comprennent des choses à travers ça. Évidemment, j'arrive là le matin, il n'y a rien de prêt. Je m'étais promis, s'il n'y avait rien de prêt, de ne pas l'amener en thérapie, mais j'ai dit, je ne peux pas le laisser comme ça tout seul. Fait que prépare-toi, fais la valise. Bon. Fait qu'on est parti en thérapie. Il avait rejeté quelques journées avant, évidemment aussi. Fait que ça, c'était rendu compliqué pour l'amener en thérapie aussi. Fait que 30 jours, j'ai dit, écoute, reste un autre 30 jours. Tu sais, as le temps, tu as juste ça à faire. Mais rapidement, souvent, ce qu'on voit de ces personnes-là, c'est que pour lui, il était guéri, c'était réglé. On passe à autre chose, fait qu'il est sorti. Et puis là, bon, pendant un petit bout de temps, je pense que les choses se sont placées un petit peu. Après ça, rapidement, ça l'a décliné. Bon, mais évidemment, quand tu fais cette histoire-là est très complexe parce que je ferais un film avec ça, là, puis ce serait quelque chose. Là. Euh, Ce qui est arrivé avec cette personne-là, puisqu'il était en préavis d'exercice en défaut pour ses hypothèques, évidemment, c'est publié, les gens qui le savent. Puis je vais raconter toute l'histoire dans une autre vidéo. Puis souvent, les gens qui cherchent des aubaines dans l'immobilier vont aller vérifier les registres, puis ils vont voir, ah, ça c'est en défaut de paiement, on va aller voir la personne. Un soir, sur une soirée où est-ce qu'il était, je pense, dans une mauvaise disposition, il a accepté une offre d'achat, pas cher sur un de ses deux immeubles. Et puis, les gens avaient amené un dépôt d'argent comptant pour un peu le forcer à prendre l'offre d'achat. Et il m'appelle quelques jours plus tard, Maxime, j'ai fait une erreur. Puis c'est une gaffe assez importante, fait qu'il se retrouvait avec une grosse créance, un immeuble vendu pas cher. Fait qu'il a fallu que je l'aide à travers ça aussi pour essayer de se sortir de ça, chose qui n'est pas réglée encore, évidemment. Mais on a quand même réussi à l'aider à sortir, régler une de ses maisons à travers des collègues à moi, vendre une de ses maisons, payer ses dettes. Mais ça, ce parcours-là que je vois présentement avec cet individu-là, tu sais, quand on parle sur la rue Notre-Dame, moi j'habite à côté, puis qu'on voit des gens qui se demandent pourquoi ils se retrouvent à la rue, puis on parle du crise du logement. J'en parlais dans une vidéo TikTok ce matin. Cette personne-là, présentement, la trajectoire la plus probable, c'est qu'elle va perdre son autre immeuble et va se retrouver sur la rue Notre-Dame. Moi, je pense que c'est ce qui risque d'arriver. C'est la trajectoire la plus claire. Je pense que malheureusement, mon but était genre, je sors très heureux et satisfait de cette aventure-là s'il reprend une de ses maisons, qui n'a plus d'hypothèque, qui retourne travailler, qui reprend ses enfants. C'est le bout que j'ai pas été capable de l'amener à faire. Puis je pense pas que j'aurais eu ça non plus parce qu'évidemment, quand tu es dans la consommation, tu vois juste ça et tu ne vis juste pour ça. Fait que je pense que ultimement, au moment où on se parle, c'est peut-être la trajectoire qui risque de prendre la plus probable. Est-ce qu'il va voir ses enfants? J'en doute, malheureusement. Fait que ça, c'est triste, c'est la partie qui est plate, mais là où il y a de la satisfaction, c'est que tu as sorti deux enfants, tu as aidé un système à sortir deux enfants d'une situation extrêmement difficile, qui n'était vraiment pas appropriée pour eux. Puis où l'avenir va amener tout ça, je ne le sais pas, mais j'ai confiance que c'est au bon endroit pour l'instant. On peut aider des enfants, mais les parents, il faut que tu te prennes en charge. Puis ça, c'est le bout qui est peut-être pas fait encore, malheureusement. Mais tout ça pour dire que notre but, c'est d'aider les gens autant qu'on peut en immobilier. Puis des fois, une situation immobilière se transforme en autre chose.
Puis des fois, les gens ont de la difficulté à comprendre pourquoi on aide les gens comme ça. Puis je m'étais fait rencontrer par mon autre professionnel il y a quelques temps. Puis il me disait, ouais, mais comment ça, tu t'aides le monde comme ça, pourquoi tu fais ça? Ben, parce que c'est ma job, tu sais, d'aider du monde, puis c'est pas de les laisser dans le trou. Puis moi, quand je m'implique jusqu'au bout. Puis comme je disais à tout le monde, tu sais, parce qu'il me disait, hey, tu es malade, vous avez pris 2 enfants à la DPJ, vous n'êtes pas assez occupé. Ben, tu sais, quand tu as le bras qui rentre dans une situation, ben, ça se peut que ça te traîne jusqu'à l'épaule parce que ça vient te chercher. Fait que c'est ce qu'on a fait, Stéphanie et moi, dans cette situation-là. Puis ça a été une très, très belle aventure, cette affaire-là. Puis tu sais, quand les enfants ont quitté chez nous, je m'étais dit, ah, ça sera pas difficile, c'est juste ma job de coach, les prendre pendant cette période-là. Ça a été difficile quand j'ai vu les enfants partir de chez nous parce que je m'attends. Donc, ce que je disais, je m'excuse tout le monde, c'est arrêté mon enregistrement quelques secondes, c'est que ça a été très difficile de les voir partir de chez nous parce que je m'étais vraiment attaché, puis pour ma famille aussi. Mais on savait que c'était pour une meilleure situation pour elles, qu'elles se retrouvent dans leur famille. Fait que c'était vraiment correct que ça se passe comme ça aussi. Euh, fait que voilà, fait que tout ça pour dire qu'on entend beaucoup d'histoires plates en immobilier. On entend rarement ou jamais les belles histoires. Puis même s'il y a il y a pas juste du beau là-dedans, il y a du malheureux là-dedans, mais je pense qu'il y a beaucoup de beau. Fait que je voulais vous raconter ça parce que c'est une des nombreuses histoires où j'ai eu la chance d'être impliqué personnellement dans la vie des gens à travers l'immobilier. Puis j'espère que ça va résonner à travers vous. Mais de ça, pourquoi je vous parle de ça, c'est que j'ai écrit un blog sur comment devenir famille, pas comment devenir famille, comment choisir une famille, une maison pour les gens qui veulent être famille d'accueil, soit à travers la banque mixte ou famille d'urgence. Fait que j'ai écrit un petit blog là-dessus, fait que j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, ça me fait plaisir d'y répondre. Alors, c'était Maxime, allez vous abonner et à très bientôt. Bye bye.